L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le Soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Le Salar d'Uyuni donne l'impression de se trouver au-dessus d'un grand miroir, mais il s'agit en fait d'une étendue de sel de plus de 10 000 mètres carrés. Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petites failles qui mesurent toutes moins de 2,5 cm. L'endroit est tellement embourbé qu'il contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu t'y rends au bon moment, certains des lacs voisins débordent d'une petite couche d'eau qui agit comme le miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. N'oublie pas de passer devant le premier hôtel de sel du monde lors de ta visite. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne peuvent toujours pas l'expliquer. Le pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est quelque chose d'impossible à oublier. Le gouffre des 3 ponts du Liban comporte 3 ponts naturels que n'importe qui peut traverser, prendre de superbes photos et même y pique-niquer. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si l'on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu.
Elle est située dans le village de Tanourin, à seulement 2 heures de la capitale, Beyrouth. La mer Morte présente une forte concentration de sel et de minéraux par rapport aux autres mers, même s'il s'agit techniquement d'un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour les composés chimiques naturels qu'ils y trouvent. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom parce qu'aucun organisme macroscopique ne peut y vivre, étant donné qu'elle est 9,6 fois plus salée que les océans. Seuls quelques bactéries et champignons, en appréciant le sel, peuvent y être trouvés. C'est aussi le point le plus bas de la Terre, à 420 mètres sous le niveau de la mer. En Arabie Saoudite, on trouve un rocher parfaitement tranché au milieu, avec 2 morceaux parallèles. Ce qui rend Al-Naslaha si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des années. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a jeté des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en réalité sa couleur naturelle. Les cascades de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette atmosphère étrange au milieu de nulle part. À Hanoï, la capitale du Vietnam, tu peux déguster ton café à quelques mètres d'un train en marche. Les habitants de ce quartier doivent s'assurer que personne ne se trouve sur les rails lorsque le train passe 2 fois par jour. Les jours de grande affluence, tu dois te coller à un mur derrière toi ou te rendre dans les nombreux cafés des environs. Les bulles gelées sont une chose courante dans le lac Abraham au Canada. Elles ressemblent à une substance gélatineuse, mais ce n'est que du méthane produit par les bactéries lorsqu'elles mangent les organismes qui sombrent au fond. Au cours de ce processus, des bulles de méthane sont libérées, mais comme les températures sont inférieures au point de congélation, ces bulles gèlent sur place. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique en son genre, sur la côte de la région de Kimberley. Chaque fois que le flux monte ou descend, l'eau s'engouffre et s'accumule rapidement entre 2 gorges étroites, comme un goulet. Dans cette zone, les marées ont une variation de 9 mètres. Les chutes s'inversent à chaque changement de marée. Il y a aussi le plus gros rocher du monde. Il est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 351 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. L'Antelope Canyon en Arizona, également connu sous le nom de l'endroit où l'eau coule à travers la roche, possède 2 sections de canyon fendues. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a créé une formation pittoresque unique en son genre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines et découvrir un monde sous-marin dans la province de Palawan. La municipalité de Coron possède des plages de sable blanc et de nombreux petits bateaux qui naviguent à travers les paysages spectaculaires. Tristan de Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les seules villes voisines sont Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu incomparable. Si tu veux t'échapper du reste du monde, en séjournant chez les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Une île encore plus isolée que Tristan de Cunha est l'île Pitcairn. Située à 2200 km au large de Tahiti, cet endroit est un mélange de Britanniques, de Polynésiens et d'autres insulaires du Pacifique qui vivent en autarcie grâce au sol volcanique utilisé pour les cultures. La population est d'environ 50 personnes. Cette petite île est considérée comme la 2e plus grande zone marine protégée. Si tu envisages de la visiter, prépare-toi pour un long voyage en mer sur un bateau de ravitaillement qui accueille 12 passagers. Ce tunnel ferroviaire abandonné et magique en Ukraine est l'un des endroits les plus romantiques que tu puisses visiter. En marchant à travers les feuilles et les plantes vertes luxuriantes, tu auras l'impression d'être dans un véritable conte de fées. Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie, est une attraction touristique majeure et un site du patrimoine mondial avec de nombreux animaux et plantes uniques. Il ressemble à un décor de film magique avec des cascades infinies coulant de toutes parts et des lacs transparents tout autour. Le lac Baïkal en Sibérie est le plus vieux lac du monde et contient 20% de l'eau douce non gelée sur Terre. C'est également le lac le plus profond du monde, avec une profondeur maximale de 1646 mètres. En raison de son âge et de son isolement, c'est l'un des endroits les plus diversifiés pour les organismes. Plus de 1300 espèces d'animaux et 570 plantes y vivent. Une grotte de cristal souterraine existe au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 300 mètres sous la surface, chaque pointe mesurant jusqu'à 10 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Ce sont quelques-uns des plus grands cristaux du monde. Le sable rouge est ce qui rend cette plage unique et pourquoi les touristes affluent à Tianjin en Chine.
Une plante de couleur rouge, appelée Suaeda salsa, vit dans l'eau salée. Toute la plage est couverte de rouge, avec seule la couche supérieure de la mer visible. En Chine, on trouve également les monts Tianzi, qui ont inspiré un célèbre film hollywoodien. Ces montagnes uniques s'étendent sur 50 km² dans la région de Wulingyuan. Des millions d'années d'érosion rocheuse ont formé cette beauté étonnante. Sous le soleil de Californie se trouve le parc national de Sequoia, qui abrite la forêt géante. Elle existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 de ces arbres colossaux règnent sur le territoire, dont 10 des plus grandes plantes vivantes au monde. Le séquoia General Sherman, dont l'âge est estimé à 2700 ans, est l'arbre à un seul tronc le plus imposant du monde. L'île aux chats du Japon compte une population de moins de 10 personnes et plus de 120 chats. L'île est située dans une région isolée et les habitants l'adorent. Si tu décides de visiter cet endroit, assure-toi d'amener quelqu'un qui aime les chats. Le Yémen abrite les plus anciens gratte-ciels du monde et la plus ancienne métropole. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de tous les bâtiments en terre qui émergent du sol aride. Elle servait d'étape aux caravanes pendant l'Antiquité. Ces bâtiments en briques de terre font 7 étages et ont été construits à partir de terre fertile, de foin et d'eau, transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, tandis que les étages supérieurs étaient des lieux pour se retrouver et profiter de la jolie vue. La composition chimique des anciennes sources chaudes de Pamukkale en Turquie donne à l'eau qui se déverse sur les bords un aspect magique. Elles ne sont pas seulement bonnes pour purifier ton corps, mais aussi ton esprit. La forme et la formation de ces roches ne sont pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par d'intenses éruptions volcaniques. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la chaussée des géants en Irlande a une forme si étrange. Socotra est une île semblable à un extraterrestre située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, où l'on trouve l'un des arbres les plus uniques jamais vus. Il s'agit du dragonnier, que l'on ne trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cascade noire en Islande doit son nom aux colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. L'ensemble de la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on retrouve dans certains de ses célèbres bâtiments. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se parent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les ronds de sorcières, aussi connus sous le nom de cercles des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'1 heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée.
D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère ? La grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cet air est toxique. Mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas ? Regarde ces arbres, ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ses racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel ? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parélie, ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. De petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du Soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée, un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement 1 minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les 3 soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant 3 étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là.
il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil, avec 2 petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec 3 étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas? Des chameaux de neige? Il faut 1 ou 2 bosses. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique, qui se produit lorsque des particules de cendres denses se frottent les unes aux autres, pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar d'Uyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir, mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut. La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leur manteau alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure, 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent.
Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le parc national des lacs de Plitvice est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni, au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des Géants, en Irlande, ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent, de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent leur nom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments. Tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituels poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace. Et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Mallard n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carthage est le site le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ?» Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans. Donc, la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver. La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire, car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de %. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone, et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables, et cela ne faisait pas partie d'une mer.
Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain et, plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. 50 navires et 20 avions disparus, de nombreuses personnes volatilisées et des forces mystérieuses qui pourraient avoir... Oh non, attends, ce n'est pas le bon scénario. Ce triangle des Bermudes est situé en Transylvanie. Désolé, je me suis trompé. Donc, il était une fois, au cœur de la Transylvanie, un endroit mystérieux que les gens appelaient le triangle des Bermudes de Transylvanie. Regarde ces arbres tordus et ces sous-bois enchevêtrés. On dirait qu'une créature maléfique peut surgir de derrière un arbre à tout moment. Il pourrait même y avoir des fantômes et des créatures mystérieuses venues de l'espace, comme le racontent certaines légendes. Cette forêt est devenue très populaire dans les années 1960. Un jour qu'un homme se détendait par une chaude journée d'août avec sa petite copine et quelques amis. Soudain, sa fiancée a montré du doigt quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Un homme s'est approché de l'endroit où elle était et, à sa grande surprise, l'a vu lui aussi. Il s'agissait d'un étrange disque argenté qui brillait là-haut. Il a rapidement sorti son appareil photo et a pris 4 photos avant que l'étrange objet ne disparaisse. La chose n'est restée que 2 minutes, mais l'homme a fait développer sa pellicule et ses photos ont été publiées dans les journaux locaux. De nombreuses personnes se sont montrées sceptiques. Ils ont estimé qu'il s'agissait sans doute d'un ballon météorologique qui ressemblait à un vaisseau spatial parce qu'il avait été photographié sous un éclairage étrange. Or, ce jour-là, aucun ballon météorologique, dirigeable ou autre objet ne se trouvait dans le ciel de la forêt. Ça fait peur, hein? Ce n'est pas la seule légende de cette région. On raconte que ceux qui s'aventuraient trop loin dans les profondeurs obscures de cet endroit sinistre ne revenaient pas souvent, ce qui lui a valu son surnom. Un berger est entré dans la forêt avec ses 200 moutons. On ne les a jamais retrouvés. Les gens racontent aussi l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui a disparu un jour. Elle est réapparue 5 ans plus tard, portant les mêmes vêtements que le jour de sa disparition et n'ayant pas pris une ride. Il y a des gens qui sont entrés dans la forêt et qui ont réussi à en ressortir, mais avec de graves brûlures, une forte fièvre et d'autres problèmes de santé qu'ils n'avaient pas auparavant. Certains sont persuadés que cela est arrivé parce que le sous-sol contient beaucoup d'uranium naturel avec un niveau élevé de radioactivité. Selon d'autres, il est fréquent de venir dans cette forêt et d'avoir l'impression que quelqu'un t'observe ou que tes appareils électroniques s'éteignent. Et maintenant, voici quelque chose qui n'est pas une légende. La forêt a une histoire incroyable. Certaines sources affirment qu'elle a abrité la plus ancienne colonie de Roumanie, datant de 6500 ans avant notre ère. Les arbres eux-mêmes sont assez mystérieux. Ils poussent en forme de spirale étrange ou avec de drôles de motifs en zigzag. Bien que des scientifiques soient venus sur place pour explorer ce phénomène, ils n'ont pas pu trouver la réponse à la question de savoir pourquoi ils sont ainsi. On a l'impression que les arbres tordent leurs branches pour pouvoir s'étirer et t'attraper quand tu ne regardes pas. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces arbres tordus tourne en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais les légendes affirment que beaucoup de choses inexplicables se sont produites dans une partie spécifique de la forêt où il n'y a ni arbre ni aucun autre type de végétation. Il s'agit d'un cercle parfait appelé The Clearing. Le nom parfait pour un film d'horreur inspiré de toutes ces histoires. Le sol de cette zone sans végétation a été testé et personne n'a trouvé de choses bizarres ou d'anomalies qui pourraient empêcher les plantes d'y pousser. Certains habitants pensent que la forêt possède une énergie positive et qu'il est donc bon d'y faire des vœux. Mais encore plus de gens laissent libre cours à leur imagination et racontent des histoires sur les activités paranormales qui s'y déroulent, comme des sphères mystérieuses qui surgissent au milieu de la forêt ou des lumières extraterrestres. Quoi qu'il en soit, Dracula, toi et ton château, vous pouvez dégager, car vous n'êtes pas la seule histoire effrayante de Transylvanie. Voici un autre lieu à cause duquel tu ne pourras pas dormir tranquille ce soir. La Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées. Au milieu des eaux troubles et sinistres des canaux près de Mexico, se trouve une petite île. Elle peut sembler charmante à première vue,
jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle abrite des centaines de poupées suspendues aux arbres et dispersées dans la dense végétation. Ces poupées sont vieilles et pourries. Elles ont perdu leur couleur au fil du temps et leurs visages, autrefois souriants, sont maintenant tordus et expriment le désespoir et l'horreur. Une triste histoire se cache derrière cet endroit sinistre. On raconte que l'île abritait un homme solitaire qui a quitté sa famille il y a plus de 50 ans pour vivre seul sur l'île. Il a commencé à collectionner de manière obsessionnelle des poupées perdues dans le canal. L'histoire raconte qu'il a même échangé les produits qu'il cultivait avec les habitants de l'île pour se procurer plus de poupées. L'homme ne nettoyait pas ses poupées et ne cherchait pas à les réparer. Il se contentait de décorer son île avec elles, quel que soit l'état dans lequel il les avait trouvées. Même celles qui étaient en bon état finissaient par s'abîmer à cause du vent et de la pluie. Il n'y en avait pas uniquement à l'extérieur. Sa cabane était aussi remplie de ses jouets sinistres. Beaucoup de gens étaient terrifiés par cet endroit et prétendaient qu'il était maudit. Mais d'autres pensaient que les poupées protégeaient l'île. Dans la banlieue nord de Londres se trouve le mystérieux cimetière de Highgate. Il ne s'agit certainement pas d'un lieu de dernier repos typique. Ce cimetière compte de nombreuses tombes étranges, dont celle de Karl Marx et de Douglas Adams. Mais ce n'est pas ce qui attire les visiteurs. Les gens y viennent en raison des légendes qui prétendent que ce lieu est hanté par toutes sortes de créatures effrayantes, y compris des vampires. C'est clair qu'on ne s'ennuie jamais avec ces histoires de personnages obscurs qui planent au-dessus des tombes, avec des yeux rouges et des crocs pointus. Mais cet endroit n'a pas toujours été aussi effrayant. Créé au milieu du 19e siècle, il avait été abandonné et envahi par les plantes, avec des monuments en ruine et une végétation qui semblait engloutir les tombes. Mais ces légendes sont devenues populaires en même temps que le lieu lui-même dans les années 1970, après que le cimetière est apparu dans plusieurs films d'horreur. Il y a même des visiteurs qui se disent chasseurs de vampires. Il existe un village paisible et charmant appelé Pluckley, situé à quelques kilomètres de Londres. C'est du moins ce qu'il paraîtrait à première vue. Mais on murmure que Pluckley pourrait être le village le plus hanté d'Angleterre. En parcourant ces rues sinueuses, tu découvriras de nombreux endroits que les légendes disent hantés. Nombre d'entre eux sont liés à la famille Dering, qui a porté le titre de seigneur du manoir pendant plus de 4 siècles. Les fenêtres arrondies de nombreux bâtiments donnent l'impression d'être d'un autre temps. La légende raconte qu'il y a des centaines d'années, Lord Dering s'est échappé quand ses ennemis l'ont capturé. Il a sauté par l'une de ses fenêtres, la tête la première. En commémoration de cet acte plutôt audacieux, toutes les fenêtres du manoir et du village ont été fabriquées dans le même style. Même si le manoir a brûlé en 1951, l'héritage de l'évasion de Lord Dering se perpétue dans le charmant village de Pluckley. Certains disent que Pluckley est entouré par un bois hurlant. Il y a de nombreuses légendes sur les événements paranormaux qui s'y sont produits. Il y a de jolis sentiers de randonnée dans ce bois, mais pour être honnête, je ne serai assez courageux pour les emprunter que pendant la journée. Et la forêt tordue ? Elle se trouve en Pologne et se compose de 400 pins dont les troncs prennent un virage serré à 90 degrés et deviennent ensuite bizarrement courbés, comme la lettre J. Quelqu'un les a plantés au début des années 1930, mais on ne sait toujours pas très bien comment tous ces arbres ont tous épousé la même courbe. Un scientifique a déclaré que cela ressemblait à une réaction classique à la gravité. Les plantes ont un mécanisme spécial qui leur permet de se réorienter lorsque la tige est horizontale par rapport à la gravité. Il est donc possible que ces arbres aient été cultivés de cette façon pour fabriquer des bateaux ou des meubles. Bien sûr, l'imagination humaine va bien au-delà de la science. Beaucoup ont ainsi essayé d'expliquer l'existence de ces arbres en racontant des histoires d'esprits qui possédaient ces arbres ou de mystérieuses créatures venues de l'espace qui les ont rendus ainsi. Oh là là, attends-moi pour la suite, je vais chercher mon popcorn. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue.
Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique.
Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil.
En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang ? Un film d'horreur ? Mouah ! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique ? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent ? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plage verte jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer.
La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Ah, Kiev! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro, quand, sans prévenir, un énorme boom se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh oh, il est temps de partir, et vite! En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois, et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu, alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 km de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland, en Australie, loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre, et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé gloire du matin et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de long et apparaissent aussi parfois en grands groupes. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tachée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et pique une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit, elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Mooloolaba en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau.
Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention. Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise, et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique. Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant 6 mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours. Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux. Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares, car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, comme les Rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche, de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline, comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps, alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux 3 soleils que tu vois devant toi. Waouh! Depuis quand la Terre a-t-elle 3 soleils? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parhélies. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parhélies apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace, mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi? Une soucoupe volante? Les extraterrestres sont là? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'altocumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles, au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc ce ne sont pas des extraterrestres après tout. Ouf! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mammatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages duveteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les Mammatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé d'eau.
Tu te promènes par une chaude après-midi d'été. L'herbe est verte, le soleil est haut dans le ciel et soudain, tu te sens couler. Tu commences à paniquer, mais tu te relèves aussitôt. Tu testes tes appuis et sautes légèrement. L'herbe rebondit sous tes pieds comme un trampoline. Ce phénomène est causé par la liquéfaction du sol. L'excès d'eau provenant de fortes pluies ou d'inondations est piégé dans le sol, ce qui le rend détrempé. Le sol se comporte alors temporairement comme un matelas d'eau géant. Bien qu'il puisse être tentant de courir et de rebondir sur cette herbe élastique, il vaut mieux faire attention. L'herbe peut potentiellement s'ouvrir et si quelqu'un tombe au travers, il lui sera très difficile d'en ressortir. Un volcan en éruption est déjà un spectacle assez terrifiant, avec ses nuages de fumée noire et sa lave chaude en fusion qui coule. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il peut produire des éclairs. La foudre volcanique est assez difficile à étudier, si bien que les scientifiques ne savent pas ce qui la provoque exactement. Une théorie courante est que pendant une éruption, les cendres accumulent tellement de friction qu'elles créent une accumulation d'électricité statique qui déclenche alors la foudre volcanique. Un tourbillon de feu ou une tornade de feu est exactement ce que son nom indique. Ils se produisent lorsque les vents au sol ramassent les flammes et transforment les braises en une force tourbillonnante. Ces colonnes de feu tournoyantes peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres, mais heureusement, elles ne durent que quelques minutes. Les tornades de feu sont plutôt rares, mais elles peuvent être extrêmement dangereuses. À Tokyo, en 1923, un grand incendie dans toute la ville a produit une gigantesque tornade de feu. Elle a duré 15 minutes et a dévasté la ville, causant d'importants dégâts et faisant 38 000 blessés. Par une froide nuit d'hiver sans nuages, tu as peut-être eu la chance d'être témoin de faisceaux colorés de lumière bleue et orange s'élevant vers le ciel. C'est ce qu'on appelle des piliers lumineux. Ils se produisent lorsque la lumière est réfléchie par de minuscules cristaux de glace qui flottent dans l'atmosphère. Ces piliers sont plus courants dans les pays froids et nordiques, comme le Canada ou la Russie. Nous avons tous vu les arcs-en-ciel colorés que le soleil produit, mais il est beaucoup plus rare de voir un arc-en-ciel illuminer le ciel nocturne produit par la Lune. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire. Il est brillant et coloré comme un arc-en-ciel et se produit lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau dans le ciel. Les arcs-en-ciel lunaires sont incroyablement rares et ne peuvent se produire que dans des conditions spécifiques. La Lune doit être basse, le ciel doit être sombre et la pluie doit tomber directement à l'opposé de la Lune pour créer un arc-en-ciel lunaire. Si tu te promènes au clair de lune sur la plage la nuit, tu pourrais tomber sur le phénomène étrange d'une plage bioluminescente. Cela se produit lorsqu'un micro-organisme présent dans l'eau, appelé plancton, est agité par le mouvement des vagues et dégage une couleur bleue vive. Ces micro-organismes ont tendance à vivre dans des eaux plus chaudes, donc tu trouveras plutôt ces plages luminescentes dans des endroits comme les Maldives, Porto Rico ou la Floride. En Antarctique, tu verras peut-être les célèbres chutes de sang. De l'eau de couleur rouge sang se déverse du glacier Taylor à partir d'un lac souterrain. Les scientifiques pensaient à l'origine que cette couleur étonnante était causée par un micro-organisme similaire aux plages luminescentes du plancton. Mais après d'autres études, on a découvert que l'eau contenait des niveaux anormalement élevés de fer qui s'oxydent et se transforment en rouille à la seconde où ils entrent en contact avec l'air. Dans les climats froids, où les lacs sont gelés toute l'année, si tu regardes de très près sous les eaux glacées, tu remarqueras des bulles gelées piégées dans la glace. Ce sont de petites poches de méthane gazeux. Les bactéries présentes dans l'eau se nourrissent d'autres organismes et les digèrent pour produire du méthane. Le méthane se transforme en bulles flottant dans l'eau gelée, piégées sous les couches de glace. Les nuages asperitas sont l'un des événements les plus rares de la nature. Cette formation nuageuse se compose de vagues de nuages incroyablement sombres et semblables à des tempêtes. Bien que ces nuages semblent de mauvais augure et annonciateurs d'une grosse tempête, ils se dissipent généralement sans affecter le temps. Ces nuages apparaissent le plus souvent dans les grandes plaines des États-Unis, mais ils n'ont pas été observés depuis 2009. Bien qu'il soit connu pour son climat rude, le désert peut produire des choses magnifiques comme les roses des sables. Il s'agit de formations complexes en forme de rose composées d'amas de cristaux. L'alternance intense de conditions sèches et humides forme les cristaux et piège les grains de sable à l'intérieur pour leur donner cette couleur caractéristique. De loin, tu pourrais facilement confondre une trombe marine avec une grande tornade qui se déplace au-dessus d'un plan d'eau. En réalité, les trombes marines sont un type de nuage en forme d'entonnoir. Ce sont des colonnes rotatives de vent remplies de nuages qui prennent souvent une couleur sombre. Les trombes sont beaucoup plus faibles et plus petites que les tornades, et elles ne sont pas assez fortes pour aspirer quoi que ce soit.
Ce phénomène se produit généralement dans les climats tropicaux et elle se dissipe habituellement avant d'atteindre la Terre. Les nuages lenticulaires sont des nuages plats qui se superposent, ressemblant à des piles de crêpes dans le ciel. Ils se forment généralement en haute altitude, là où des caractéristiques géographiques, comme les montagnes ou les grands bâtiments, interrompent le flux d'air. En raison de leur forme unique, les nuages lenticulaires ont été évoqués pour expliquer certaines observations d'OVNI. À mesure que notre climat change, de nouveaux phénomènes naturels apparaissent. L'un d'entre eux est l'explosion du permafrost. L'augmentation de la température dans les zones arctiques fait fondre le permafrost. Tout comme dans les lacs gelés, des bulles de méthane sont piégées dans le permafrost. Lorsque le permafrost commence à fondre, le gaz est libéré. Cela entraîne de grandes explosions dans le sol, qui laissent derrière elles des trous massifs. Le premier cas de ce genre a été signalé en 2013 et plusieurs autres ont été signalés depuis. Quand tu penses aux icebergs, tu penses généralement à un gros morceau de glace blanche immaculée. Mais en Antarctique, on peut trouver des icebergs rayés de couleurs vertes, bleues, jaunes et plus encore. Les différentes couleurs sont dues au fait que la glace se forme dans des conditions particulières. Le vert apparaît généralement lorsque l'eau riche en algues gèle. Les rayures bleues sont le plus souvent de l'eau fraîchement gelée. Les autres couleurs sont généralement causées par des sédiments de débris récoltés par l'eau lorsqu'elle gèle. Les nuages nacrés font partie des nuages les plus rares de la planète. Ils se produisent généralement à haute altitude et ne sont visibles que dans les 2 heures qui suivent le coucher du soleil. Ces nuages sont magnifiques et arborent des chatoiements lumineux de différentes couleurs. Mais ne te laisse pas duper, ces nuages sont en fait un spectacle assez dangereux. Les nuages nacrés sont incroyablement destructeurs pour notre atmosphère. Leur présence encourage la réaction chimique qui décompose notre couche d'ozone. Or, cette dernière est un bouclier essentiel qui nous protège des rayons nocifs du soleil. Plus elle est appauvrie, plus nous sommes menacés par le réchauffement climatique. Le dernier endroit où tu t'attends à trouver un feu naturel est au milieu d'une chute d'eau. Mais c'est plus courant que tu ne le penses. Dans le nord de l'État de New York, au milieu d'une petite chute d'eau, se trouve une flamme éternelle d'environ 20 cm de haut. Sous la cascade se trouve un suintement de gaz naturel, un gaz à faible pression qui s'échappe du sous-sol vers l'atmosphère terrestre. Le petit feu est suffisamment abrité par les rochers des embruns de la cascade pour rester allumé en permanence. Généralement, tu n'imagines pas du sable vert quand tu penses aux plages tropicales, mais à Hawaï et sur d'autres îles volcaniques du monde entier, tu trouveras des plages recouvertes de sable vert foncé. Cette couleur remarquable est due à l'érosion de l'olivine, un type de roche formé par les éruptions volcaniques à proximité. Au fil des ans, la roche s'égrène lentement pour se transformer en sable et s'échoue sur le rivage, ce qui donne ces plages aux couleurs étranges. Les pénitents sont des champs de pics de glace formés en haute altitude. Ils se produisent lorsque les rayons du soleil frappent directement la glace, la transformant en vapeur d'eau au lieu de la faire fondre. Les rayons du soleil vaporisent de petites fossettes à la surface de la neige, ce qui donne lieu à des formations pointues ressemblant à des cristaux. Les pics peuvent atteindre une hauteur de 4,50 m. Les nuages mammatus font partie des formations de nuages les plus inhabituelles et les plus distinctives. Ils peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et donnent l'impression que le ciel a été recouvert de boules de coton. Ils sont inoffensifs, mais ils signifient souvent qu'une tempête dangereuse est proche. Alors si tu les vois, mets-toi à l'abri. Un rayon vert est un phénomène rare qui se produit brièvement au coucher ou au lever du soleil, lorsque ce dernier est presque entièrement sorti du ciel. Dans les bonnes conditions, les spectateurs peuvent être témoins d'un flash vert distinct, faisant apparaître le soleil en vert vif. Ce phénomène est dû à la réflexion de la lumière du soleil sur l'atmosphère terrestre, qui réfracte la lumière en différentes couleurs. Le soleil semble vert, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion optique. Les lumières sismiques font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux qui soient. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après un tremblement de terre. Elles sont généralement blanches ou bleutées et ne durent que peu de temps, mais elles peuvent parfois rester jusqu'à 10 minutes. Il est difficile de les étudier, car elles peuvent se produire à des distances variables de l'épicentre du séisme. Nous savons par ailleurs qu'elles n'apparaissent que lors des tremblements de terre puissants, d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être causées par la libération d'oxygène ionisé qui se produit lorsque certaines roches se fissurent. Le phénomène suivant n'est pas spontané, mais il n'en est pas moins impressionnant. Il faut se rendre à la Macarena, en Colombie, pour y assister. Il s'agit de l'arc-en-ciel liquide du Caño Cristales, alias la rivière aux 5 couleurs.
On peut y voir la rivière se métamorphoser, passant du rouge au jaune, au vert et au violet, en fonction de la lumière et de la condition de l'eau. Ce spectacle étonnant est causé par une plante aquatique remarquable. Elle se fixe sur les rochers de la rivière et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Cette eau est également très claire, avec très peu d'impuretés, ce qui rend les pigments rouges encore plus visibles. Si tu visites un jour cette destination étonnante, tu feras également la connaissance d'une faune variée aux alentours. On peut y voir des haras rouges ainsi que des singes hurleurs. Chaque automne et chaque printemps, un magnifique phénomène naturel se produit dans la région de la mer des Wadden en Europe du Nord. Environ 1,5 million d'étourneaux se rassemblent au même endroit pour se reposer dans les hautes herbes pour la nuit. Cependant, avant que la nuit ne s'installe, les étourneaux peuvent être assaillis par des oiseaux de proie affamés. Les étourneaux forment alors des motifs complexes pour échapper aux rapaces, ce qui donne lieu à un ballet hypnotique. Ce spectacle est connu sous le nom de soleil noir et implique des milliers, voire des millions d'oiseaux qui volent en formation. La raison de ce vol synchronisé est qu'il rend plus difficile pour les prédateurs de repérer et de capturer un étourneau en particulier. Les sons volcaniques, également appelés signaux acoustiques volcaniques, peuvent se produire avant une éruption. Ils proviennent de la mise sous pression du magma dans les crevasses et les tunnels, des explosions de bulles de gaz et des réseaux d'eau thermale près de la surface du volcan. Lorsque le magma monte, le gaz s'accumule et fissure la surface. Le magma, riche en gaz, produit alors un son semblable à celui d'un orgue de barbarie, connu sous le nom de trémor volcanique. Le son change au fil du temps, prenant des allures de concert naturel. Un trémor volcanique est le signe d'une éruption imminente. Il est donc préférable de se mettre à l'abri si l'on entend quelque chose d'inhabituel à proximité du site d'un volcan. L'un des phénomènes les plus irréels que l'on puisse vivre sur Terre se produit à proximité des dunes de sable. Si tu te trouves au sommet d'une dune, tu auras peut-être la chance d'entendre l'une des choses les plus étranges qui soient, du sable chantant. En réalité, les scientifiques n'ont pas encore pleinement compris pourquoi ce phénomène se produit. Selon une théorie, le sable produirait ce son en glissant le long des dunes et serait provoqué par la friction entre ses grains. Mais comment reconnaître le chant du sable ? C'est un peu comme un avion qui vole au loin. L'un des rares endroits sur Terre où le sable fait un bruit si puissant qu'il peut être entendu par les touristes est le désert du Namib en Afrique ou les Barking Sands qui se trouvent à Hawaï. Pour voir une rare cascade dorée, il faut se rendre au parc national de Yosemite et plus précisément à la chute Horsetail. Tu devras planifier ton voyage à l'avance pour être sûr d'arriver en hiver ou au début du printemps. C'est la seule période de l'année où l'on peut admirer ce spectacle magnifique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'or véritable qui tombe de la montagne. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Au crépuscule, la lumière du soleil frappe la cascade d'une manière si particulière qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière faite d'or ou de lave. Dans le parc national californien de la Vallée de la Mort, certaines roches semblent se déplacer d'elles-mêmes et laisser des traces derrière elles. Les scientifiques ont d'abord pensé que le grand géocoucou, tu sais, le bip-bip du dessin animé, pouvait être à l'origine de ces mouvements. Mais cette créature est bien trop petite pour traîner des rochers. On a également pensé que le vent pouvait en être à l'origine, mais les rochers sont également trop lourds pour être emportés par celui-ci. Les scientifiques étudient ces roches depuis des années, mais jusqu'en 2014, personne ne les avait vraiment vues bouger. On les avait simplement retrouvées dans des positions différentes à différents moments. Grâce à la chronophotographie, on a découvert que ce mouvement était dû à une combinaison de précipitations, de changements rapides de la température et d'un petit peu de vent. Lorsqu'il pleut, l'eau gèle parfois et les rochers restent piégés dans la glace. Lorsque la température augmente, celle-ci commence à fondre et se déplace lentement, entraînant les rochers avec elle. Les traces laissées se solidifient sous l'effet de la chaleur du soleil. La couche de glace qui déplace ces rochers est très fine et s'évapore rapidement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont si longtemps eu du mal à comprendre ce phénomène. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? Attache ta ceinture car on va te faire découvrir le monde de la foudre volcanique. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de danse tectonique, même si on attend tout ça avec impatience. C'est juste un nom stylé pour parler de la foudre et du tonnerre qui se produisent lors d'une éruption. Durant un orage normal, des particules positives et négatives entrent en collision et créent de puissantes étincelles. Et le grondement que tu entends ? Il s'agit du tonnerre.
Mais lorsqu'un volcan commence à gronder, certaines particules de cendres se trouvent électrifiées et entrent en collision les unes avec les autres. Cela provoque des décharges électriques, ce qui donne l'impression que la foudre provient directement du volcan. Avec toutes ces cendres, ces fumerolles et ces gaz en suspension, on se croirait tout droit plongé dans un film de science-fiction. Et c'est cela que l'on appelle parfois un orage sale. As-tu vu ce rayon de lumière géant s'élever dans le ciel? C'est ce qu'on appelle une colonne lumineuse. Et ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais simplement d'un amas de cristaux de glace qui nous joue des tours. Lorsqu'il fait froid dehors, ces cristaux qui flottent près du sol reflètent la lumière directe et créent ces colonnes de lumière qui semblent provenir de l'espace. En réalité, il s'agit simplement d'un tas de petits cristaux qui nous montrent leur capacité de réflexion. Et si tu trouves que ces colonnes de lumière naturelles sont cool, attends de voir celles qui sont artificielles. Elles peuvent être encore plus grandes, car la lumière des lampadaires n'est pas tout à fait la même. Par ailleurs, ces cristaux de glace peuvent toujours réfléchir la lumière, même s'ils sont légèrement inclinés. Imagine que toute cette lumière provienne de lampadaires situés à seulement quelques mètres. Alors la prochaine fois que tu verras une colonne lumineuse, ne cours pas te mettre à l'abri et profite plutôt du spectacle. Si tu croises dans le ciel ces formes bizarres, semblables à des bulles, tu peux te considérer chanceux. Ces petites merveilles sont appelées des nuages mammatus, et il ne s'agit pas de nuages ordinaires. La plupart des nuages se forment lorsque l'air s'élève, ce qui les fait ressembler à de grosses boules de coton. Mais les nuages mammatus se forment lorsque l'air s'enfonce, ce qui leur donne l'air de flotter à l'envers. L'air au-dessus et au-dessous de ces nuages crée une petite turbulence et avant que tu ne t'en aperçoives, les particules des nuages forment des orbes parfaitement ronds. Ne reste pas trop longtemps à les regarder, car ils sont souvent le signe qu'un orage se prépare. Qu'avons-nous ici? On dirait que le soleil porte un chapeau festif aux couleurs de l'arc-en-ciel au sommet des monts Métallifères en Allemagne. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs un halo solaire, et ces arbres couverts de neige ont également l'air d'être de la fête. Tout cela est dû aux cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages en altitude. Ils aiment courber et réfléchir la lumière, ce qui donne l'impression que le soleil est en train de danser comme dans une lampe à lave. Et oui, cela peut signifier que le mauvais temps n'est pas très loin. Mais ne laisse pas cela gâcher ton plaisir. Tu peux toujours rester dans le coin et prendre de superbes photos. Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année.
La India Dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc.
Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprises aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. Tsunami du Boxing Day, Indonésie. Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunamis. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Méga tsunami du volcan Unzen. Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un méga tsunami. Méga tsunami du barrage de Vajont, Italie. Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vajont. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Méga tsunami du mont Sainte-Hélène, États-Unis. La partie supérieure du mont Sainte-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirit. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya, en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaï. Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan. L'astéroïde, qui aurait anéanti les dinosaures, frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague est presque 2 fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch. Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le 8e ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitations par heure pendant 2 jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen. D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane. Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus loin. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian. C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ces îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma. La tempête se produit dans la mer des Caraïbes, près de la Jamaïque, et se dirige vers l'ouest. 2 jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia. Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamtchatka. Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamtchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les 2 premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 mètres de haut. La 3e est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili. Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de 2 plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon. Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation.
La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra. Une rupture le long de 2 plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 h du matin, près du nord de Sumatra, en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du Vendredi Saint, Alaska. Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili. Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes, mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno. Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur. À son apogée, elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, États-Unis. Elle se produit vers 2 h du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de 2 étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor. Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum, 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km/h. Cette catastrophe naturelle cause $1 milliard de dégâts. Manitoba, Canada. Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tri-State Tornado, États-Unis. La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo, Gainesville, États-Unis. Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie. À 22 h, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant, produisant une vague de tsunami plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine. Une avalanche de roches, de pierres et de boue, si grosse qu'elle pourrait remplir le port de Sydney, forme un barrage sur la rivière Jinsha. Fleuve Ida, Japon. Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêté par un autre glissement de terrain, plus précoce. En cours de route, le glissement emporte 2 autobus hors de la route. Pérou. Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km/h. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soy, Tadjikistan. Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murghab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soy, l'un des plus hauts du monde. Mont Sainte-Hélène, États-Unis. À 8 h 30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Sainte-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, États-Unis. Au milieu du XVe siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. Les pieuvres ont 3 cœurs. 2 d'entre eux pompent le sang vers les branchies, tandis que le 3e, plus gros, fait circuler le sang dans le reste de leur corps. Elles ont aussi 9 cerveaux, un grand cerveau central, mais aussi un mini-cerveau pour chacun de leurs 8 tentacules, qui peuvent donc agir indépendamment. Comme chaque tentacule a son propre cerveau, le cerveau central envoie seulement un signal de niveau supérieur aux tentacules. Quelque chose comme « déplace-toi vers cette crevasse, un crabe pourrait s'y cacher ». Dans le cas des humains, le cerveau guiderait et prendrait le contrôle de chaque mouvement de nos jambes et de nos bras. Mais dans le cas de la pieuvre, les tentacules agissent de façon presque indépendante en se dirigeant vers la crevasse. Elle goûte et sent aussi avec les ventouses qu'elle a sur son corps. Comme ces tentacules sont indépendants, une pieuvre ne sait pas vraiment où chacun d'eux se trouve à moins de les voir. À l'inverse, l'être humain possède un sens appelé proprioception, grâce auquel nous savons où se trouvent nos membres même si nous ne les voyons pas. 1816 est connu comme l'année sans été.
En avril 1815, une explosion massive a eu lieu sur le mont Tambora en Indonésie. D'énormes nuages de cendres volcaniques ont été projetés dans l'atmosphère. La majorité de l'hémisphère nord s'est retrouvée recouverte d'un voile de poussière et la nature a en quelque sorte hiberné. En juin de l'année suivante, l'hiver ne s'est tout simplement pas terminé. Le gel a endommagé les cultures et la neige et la pluie ont persisté pendant tout l'été. En Islande, tu trouveras certains des paysages les plus époustouflants de notre planète. Des montagnes déchiquetées, des fjords, des geysers brûlants, des champs de glace sculptés dans le paysage, des plages de sable noir comme celle de Reynisfjara. La plupart du sable des plages est généralement formé de roches qui se sont brisées à cause des changements climatiques et de l'érosion au cours de milliers voire de millions d'années. À Reynisfjara, le sable est d'une couleur noire intense, et c'est à cause de l'activité volcanique. La lave est sortie d'un volcan en éruption et remontée à la surface, a refroidi puis a durci dans l'océan Atlantique, créant cette teinte noire si profonde. Cette plage est magnifique mais aussi très dangereuse à cause de ses vagues scélérates. Elles se produisent lorsque plusieurs petites vagues fusionnent en une seule très grosse. Ce phénomène peut se produire lorsque les courants océaniques forcent les vagues à se rassembler ou, dans le cas de Reynisfjara, lorsqu'elles viennent d'une falaise souterraine au large et acquièrent un effet d'attraction encore plus fort. Si on ajoute à ça les basses températures de l'océan, il est fortement recommandé de prendre des photos depuis un endroit sûr. Certains arbres se parlent entre eux. Pas comme nous, bien sûr, mais par exemple, les acacias, qui poussent dans la savane africaine, peuvent s'avertir mutuellement si quelque chose de dangereux se prépare. Lorsque certains animaux comme les antilopes mangent leurs feuilles, les arbres se mettent immédiatement à produire plus de tanin, qui est toxique pour les animaux. Ils émettent aussi un type de gaz spécial qui voyage dans l'air et avertit les autres arbres qu'ils doivent se protéger. Par une belle nuit d'été, tu es en train d'observer les étoiles et un éclair de lumière vive traverse le ciel nocturne. Une étoile filante, fais un vœu! En réalité, ce que tu as vu n'est pas vraiment une étoile, même si on l'appelle ainsi. Ce sont des météores, qui sont de petits morceaux de poussière et de roches se déplaçant dans l'espace. Lorsqu'ils traversent notre atmosphère, ils provoquent ce qu'on appelle de la friction, ce qui les fait briller. De plus, la friction provoque de la chaleur. La poussière et les roches deviennent extrêmement chaudes lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et cette chaleur les fait briller jusqu'au moment où elles se consument et se transforment en ce que nous appelons l'étoile filante. Les couchers de soleil dans le désert sont magnifiques en raison des couleurs spectaculaires qu'ils produisent un peu plus qu'ailleurs. La lumière du soleil se compose de différentes nuances du spectre des couleurs. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, ces couleurs se mélangent et nos yeux les voient comme du blanc. Mais lorsque le soleil descend plus bas, ces rayons doivent traverser une couche d'atmosphère plus épaisse avant de nous parvenir. L'atmosphère disperse alors les longueurs d'onde de lumière plus courtes, comme le bleu et le violet, avant même que nous puissions les voir. C'est pourquoi les longueurs d'onde plus longues, comme l'orange et le rouge, ressortent. Dans les environnements urbains, la pollution atmosphérique peut rendre les couleurs du coucher de soleil plus ternes qu'ailleurs. L'air pur des déserts permet aux couleurs vives provenant du soleil de briller au crépuscule. De plus, l'humidité, la vapeur d'eau et les nuages chargés de pluie peut atténuer les teintes du coucher de soleil. Comme il y a très peu d'humidité dans le désert, les nuages fins et vaporeux filtrent et reflètent la lumière du soleil au lieu de la bloquer. Le bambou pousse très vite. C'est même la plante qui pousse le plus vite sur Terre. Et elle peut grandir d'environ 1,50 m en une seule journée. On en trouve dans des forêts denses où seule une faible quantité de lumière atteint le sol, ce qui signifie que le bambou subit une forte attraction vers le haut pour atteindre la lumière du soleil aussi vite que possible. Une tige souterraine relie les pousses de bambou à leur plante mère, donc la pousse n'a pas vraiment besoin de ses propres feuilles avant d'atteindre sa taille maximale. De plus, le bambou pousse plus vite que les autres plantes car il ne perd pas son temps et son énergie à faire pousser des anneaux qui épaississent la tige. C'est juste un mince bâton creux qui pousse tout droit. Certains grands arbres ont un système de racines peu profond, parfois même de seulement 25 cm dans le sol. Les racines ont généralement besoin d'accéder à l'oxygène et à l'eau, et elles les trouvent principalement dans des poches souterraines spéciales appelées pores du sol. Lorsqu'un arbre bénéficie de conditions d'humidité et de sol idéales, il peut envoyer des racines plus profondément sous la surface et obtenir ce dont il a besoin. Mais la plupart du temps, les conditions ne sont pas idéales, compte tenu de la roche-mère, des pierres et du sol compact qui empêchent les racines de descendre.
descendre. De tels obstacles empêchent également les racines d'obtenir l'oxygène nécessaire. Alors, quand la vie devient difficile, l'arbre choisira une option plus facile. Ses racines resteront près de la surface et s'étendront dans différentes directions. La sécheresse est une autre raison pour laquelle les arbres peuvent avoir des systèmes racinaires peu profonds. En restant plus près de la surface, ils peuvent récupérer l'eau de pluie plus facilement. Les plantes sont exposées à la lumière du soleil la plupart du temps, mais elles ne prennent pas de coups de soleil pour autant. Elles sont apparues sur Terre il y a environ 700 millions d'années, et l'une des choses essentielles dont elles avaient besoin pour survivre était quelque chose qui les protégerait des rayons ultraviolets provenant du soleil. Celles qui vivaient sous l'eau avaient l'eau comme protection. Les rayons UV sont principalement responsables des coups de soleil. C'est pourquoi les plantes terrestres ont développé une protéine spéciale qui les détecte. Cette protéine envoie des signaux aux cellules pour protéger la plante des dommages et des effets des rayons UV. En gros, c'est comme si elles produisaient leur propre écran solaire naturel. Mais cela ne signifie pas toujours qu'elles sont protégées à 100%. Tu as déjà entendu dire que si tu arroses tes plantes en plein soleil de midi, cela peut leur provoquer un coup de soleil ? Certains pensent que les gouttelettes d'eau agissent comme de minuscules lentilles qui concentrent la lumière du soleil sur la surface de la feuille. En réalité, ce n'est pas suffisant pour concentrer réellement la lumière du soleil d'une gouttelette d'eau sur la surface d'une feuille. Cela étant dit, leur écran solaire naturel ne signifie pas non plus une protection totale. Une trop grande exposition aux rayons UV endommage les cellules des feuilles et de l'écorce de la majorité des plantes. Le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil. On pourrait croire qu'il pourrait facilement faire fondre notre planète entière, surtout que le noyau n'est qu'à 2900 km de la surface. Si le Soleil était si proche de nous, nous serions rôtis en un instant. Mais nous sommes toujours en vie parce que le centre de la Terre est entouré d'un manteau de roches principalement solide. La croûte sur laquelle nous marchons flotte en fait sur ce manteau et nous protège. Si le Soleil était plus proche, nous n'aurions que l'espace vide pour nous protéger. De plus, pour faire fondre la planète entière, il faudrait beaucoup plus d'énergie que la chaleur de son noyau.